Donc, on va justement poursuivre dans la même optique. On va parler avec Frédéric Bérard, donc chroniqueur au Journal Métro, aussi docteur en droit, constitutionnaliste. Tu es avec nous, donc Frédéric, ça va bien? Salut Steve, très bien toi-même? Oui, merci d'être là. Écoute, on peut pas avoir un pont qui est plus qui est plus facile à faire que la chronique justement de Emmanuel Latraverse. On parlait des propos qu'avait tenus la juge. Et puis, premièrement, j'aimerais savoir ta réaction par rapport à ce qui a été dit, là, l'allergie visuelle et tout ça. T'en penses quoi? Écoute, c'est drôle parce que j'enseigne le droit constitutionnel à l'Université de Montréal depuis une couple d'années, puis depuis la Charte des valeurs et maintenant depuis les discussions sur la loi 21, évidemment que ça fait partie des analyses qu'on fait en classe. Et même si je suis pas un fan de la loi 21, là, je pense que c'est un secret pour personne qui me lit. Jamais j'ai osé aller aussi loin en classe que la juge en chef du Québec l'a fait la semaine dernière. Il y a quelque chose, moi, qui m'achale là-dedans de manière assez importante. Est-ce que les sorties sont devoir de réserve? J'ai l'impression que oui, en quelque sorte. Maintenant, il faut pas oublier, peut-être à sa décharge, dans une audition, ça va vite. Souvent, si elle avait écrit ça textuellement dans une décision, alors que tu as le temps d'y réfléchir et tout, c'est une chose. Alors que, c'est ça, les gens l'oublient, mais quand tu plaides, le juge te répond, souvent, ça va super vite. Il peut y avoir, je sais pas, pas une engueulade nécessairement, mais il y a une joute verbale avec l'avocat de la partie adverse, dans ce cas-ci, peut-être le procureur général du Québec. Et là, pouf, la juge lance ça comme ça. Moi, j'ignore ce contexte, je n'étais pas là. Mais dans tous les cas, c'est fort, parce que c'est de réduire les partisans à la loi 21 à des gens qui souffrent d'allergie visuelle. Évidemment, il y en a, mais il y en a d'autres aussi qui sont là pour les bonnes raisons, qui sont là pour les principes, un peu comme en France. Mais comment que ça se passe au Conseil de la magistrature? Pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas familiers avec ça, comment que ça va se passer, tout ça? Ben, en fait, ce sont des juges eux-mêmes qui vont analyser la nature de la plainte. Évidemment, on comprend que le Parlement, que l'Assemblée nationale ici et le gouvernement du Québec n'ont rien à voir là-dedans. Hein. Il ne faut pas, là. Si on souhaite respecter la séparation des pouvoirs, l'indépendance. Par définition, il faut que ce soit... C'est un peu les juges qui s'auto-réglementent eux-mêmes, en quelque sorte. Donc, évidemment, ça a du bon comme du moins bon. Rappelons-nous, par exemple, les plaintes à la magistrature qui avaient été déposées contre la juge André Ruffo. Je sais pas oui. Elle avait des pubs, à un moment donné, pour le CN au Via Rail ou je sais plus quoi. Oui. Et le Conseil de la magistrature, il avait tapé sur les doigts. Même chose avec le juge Jean-Guy Boilard, dans un des méga procès où il s'était engueulé de manière assez épique avec un des avocats dorés. Le Conseil de la magistrature, il avait plaqué une plainte aussi. Donc, dans le pire des cas, ce qui arriverait, c'est que la juge Duval, donc la juge en chef en question, recevrait cette plainte-là disant « Vous avez outrepassé votre devoir de réserve, vous êtes allé trop loin ». Ceci dit, le Conseil de la magistrature, là, c'est pas un dépanneur couche-tard. Ils vont pas répondre à ça en l'espace de 10 minutes. Et là, moi, la question que je me suis posée dans l'intervalle, est-ce que Duval est encore légitime de rendre une décision sur cette question-là avant que le Conseil de la magistrature se soit penché sur l'affaire? OK, parce que là, ça continue. Elle continue quand même à siéger, autrement dit, parce que tant que c'est pas entendu, elle est toujours là. Ben en fait, oui, exact. Là, l'audition est complétée. Là, la cour d'appel, donc la juge Duval et deux autres juges ont pris la cause qu'on appelle en délibéré, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'y réfléchir. Mais là, il y a une affaire là, que les gens n'ont peut-être pas pensé. C'est la question de l'urgence. Parce que quand tu demandes la suspension de l'application d'une loi, ben un des critères, c'est l'urgence. C'est que ça presse. Vous devez suspendre ça. Et ça, c'est rare. Hein? C'est difficile d'obtenir justement une suspension parce qu'on présume que les lois sont constitutionnelles et non pas l'inverse. Donc, bref, là, il y a la question d'urgence. Mais là, tant et aussi longtemps que le Conseil de la magistrature n'a pas statué, est-ce que Duval peut quand même rendre une décision dans l'intervalle? Moi, je trouve ça délicat. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on veut attendre la décision du Conseil de la magistrature? En plus de ça, les fêtes s'en viennent. Alors là, on est dans un sacré beau bourbier. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais c'est quand même elle qui décide, c'est la juge en chef. En théorie, je te dirais oui. Mais c'est un peu d'ailleurs ça le problème. Qui va dire à Duval, tasse-toi? C'est la juge en chef du Québec elle-même. Donc, je veux dire, tout ça est un peu
un peu complexe, là, je dirais, à savoir là, qu'est-ce qui va se passer en premier, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Ah oui, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt parce que effectivement, c'est un dossier duquel on parle tellement et trop parfois, mais on peut pas passer à côté parce que c'est tellement important. J'aimerais aussi t'entendre, et c'est très important pour moi, donc Emmanuel Latraverse disait, oui, j'ai un malaise avec le fait que Frédéric Bastien, candidat à la direction du Parti québécois, soit celui qui, le premier, donc, conteste et tout ça. Si je me trompe pas, c'est vous qui avez sorti la nouvelle de ça. Ouais. Est-ce que tu ressens le même malaise? Est-ce que le rôle, en ce moment, dans l'écosystème politique que joue Frédéric Bastien le discrédite d'emblée? Moi, je pense pas. Okay. Je dirais, je suis probablement d'accord avec absolument rien de ce que dit Bastien et ça, mais ça change rien. Je veux dire, tant mieux pour lui. Moi, je trouve que c'est habile. Le gars se présente à la chefferie. On peut pas dire que ça décollait de toutes parts. Et là, son nom est sur toutes les lèvres depuis 2-3 jours. Et je pense que la plainte, je me prononce pas sur le fond, là, je veux dire, c'est pas la fin du monde non plus, là. Elle a pas lancé une insulte raciale ou quoi que ce soit, là. Mais je pense que la plainte est légitime, en tout cas, du moins au stade de l'analyse. Je pense que ça me va tout à fait. Puis qu'un citoyen, ce que probablement ce que disait Mme Latraverse, c'est que justement, j'ai pas écouté, mais j'imagine qu'elle disait, justement, Bastien, c'est pas un citoyen ordinaire, c'est un candidat à la chefferie, et probablement qu'elle a parlé de partisanerie. Oui, c'est l'instrumentalisation un peu, c'est qu'elle disait, voilà, comme tu le disais il y a 2 secondes, sa campagne lève pas et tout ça, donc là, d'un coup, on parle de lui beaucoup. Est-ce qu'il y aurait pas là une genre d'instrumentalisation d'un dossier qui, quand même, est important? Donc, c'est cet angle-là qui semblait quand même là, agacer Emmanuel Latraverse. Ça, je peux comprendre, mais d'un autre côté, faut pas oublier que le Conseil de la magistrature est parfaitement indépendant de toute forme d'influence politique, en tout cas du moins en théorie, là, puis on s'attend à ce qu'il y ait une preuve du contraire. Donc, que ce soit Frédéric Bastien ou Patoff le clown qui fasse la plainte pour le Conseil de la magistrature, là, je n'ai absolument aucune différence. Ils vont l'analyser à son mérite, puis ça finit là, que Bastien se présente ou pas. Franchement, ça non. Puis il faut dire en plus, c'est peut-être ironique de dire ça, mais Bastien est quand même assez crédible parce que il est parfaitement allergique au pouvoir judiciaire, aux chartes et tout ça. Là, il l'a bien démontré dans la plupart de ses conférences, ses bouquins et tout. Évidemment, moi, je suis aux antipodes de cette position-là, mais reste que c'est tout à fait légitime de sa part de défendre ce point de vue-là. Et donc, je trouve que ça lui accorde même une certaine crédibilité comme telle, tant mieux. Puis moi, je l'aurais pas fait, évidemment, mais que quelqu'un le fasse, moi, ça fait mon affaire. Puis qu'il l'instrumentalise à sa guise, ça, franchement, tant mieux pour lui. Et je veux t'entendre aussi, peut-être en terminant, là, sur on discute de ça, puis j'en ai parlé là depuis le début de l'émission, je l'ai mentionné à quelques reprises. Le projet de loi 21 comme tel, on risque d'en entendre parler longtemps. J'imagine que de poursuite en contre-poursuite, de contestation en contestation, on arrive en 2022, on parle encore de ça. Et la disposition dérogatoire, elle dure 5 ans. Je veux dire, dans ce portrait-là, les gens qui pensent qu'on a réglé quelque chose, puis quand on entend le premier ministre dire, voilà, il fallait qu'on fasse quelque chose, donc on a réglé la situation, il n'y a rien de réglé, là. Cette situation-là, puis je le dis depuis toujours, je pense, ne se réglera jamais. Oubliez ça. À moins que la CAQ soit installée au pouvoir à vie, là, ce qui n'arrivera pas en démocratie, en tout cas, je le souhaite. Oubliez ça. Comme tu l'as dit, Steve, tu as raison. La dérogatoire a un maximum de 5 ans. Elle est renouvelable, cela dit, mais pourquoi on a mis un maximum de 5 ans? C'est parce qu'habituellement, le mandat maximal d'un gouvernement, d'un point de vue constitutionnel, c'est justement 5 ans. Ouais. Donc, de ce fait-là, les nouveaux gouvernements, puis là, d'ailleurs, Dominique Anglade et Alexandre Cusson, les candidats à la chefferie du PLQ l'ont dit. Ils disent, nous, on va pas renouveler la dérogatoire, on va laisser les tribunaux décider. Mais en disant ça, ils disent très bien qu'ils veulent abroger 21 parce que c'est certain, officiel, clair et net, que sans dérogatoire, la loi 21 n'a absolument aucune chance de passer le test des tribunaux. Et même avec la dérogatoire, franchement, j'en doute assez fortement. Il y a certaines accroches là, à gauche et à droite. Alors, de présenter ça comme nous avons réglé le débat,
Moi, non, franchement, ça, je pense que c'est rêvé en couleur puis en Technicolor avancé à part ça. Ah oui, parce que en tout cas, on le voit là, et je veux bien là, puis on parle pas assez souvent que du fait que, je veux dire, entre 2003 puis 2018, puis même, je veux dire, la charte des valeurs du Parti québécois, tu sais, ça avait pas, et on n'a jamais réussi à trouver une manière là, quand même de régler ce débat-là, ou en tout cas d'essayer de trouver un arrangement. Peut-être là où on est passé le plus près là, c'est plate à dire, puis j'aime pas ça dire ça, mais si Philippe Couillard avait accepté, je veux dire, après, tu sais, en 2017-2018, là, quand il y a, après le funeste attentat, si on le fait à ce moment-là, on en parle-tu encore? Probablement pas. Non, effectivement, Couillard était peut-être le mieux placé, mais si tu me permets, je vais juste ajouter un petit truc, parce que je sais que c'est sûr qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment qui disent ouais, mais si on était indépendant, ça serait réglé. Tout à fait. Je comprends cette posture-là, mais je mettrais que les gens en garde, par contre. C'est que la loi 21 ne respecte pas plus la Charte québécoise que la Charte canadienne. Les gens semblent oublier ça, là, parce qu'ils sont obsédés par Trudeau, là, notamment Bastien, mais la Charte québécoise prévoit exactement les mêmes affaires, là. Là, ils disent, oui, on a ajouté un droit à laïcité, mais c'est d'abouiller pour les choses, hein, parce que la neutralité religieuse est encore prévue à la Charte québécoise et la liberté de religion est encore prévue à la Charte québécoise. Alors, amenez ça comme vous voulez, même si demain vous êtes indépendant. Si vous laissez la Charte québécoise telle qu'elle est là, sans dérogatoire, la loi 21 prend le clos. Ouais. C'est ça la réalité. Trudeau, pas Trudeau. Donc, si on veut vraiment régler ça, ben là, il va falloir refaire une nouvelle refonte de la Charte québécoise. C'est pas impossible. Ouais. Mais est-ce qu'on veut vraiment aller tripoter des libertés civiles jusqu'à ce point-là? Dans un Québec indépendant, franchement, c'est pas sûr. Ben, en tout cas, on va en discuter encore longtemps. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps. On était avec Frédéric Bérard, donc chroniqueur au Journal Métro, professeur en droit, constitutionnaliste. Toujours intéressant de t'entendre. Donc, merci beaucoup, Frédéric Bérard, et à la prochaine. Un plaisir, Steve. À bientôt. Bye. Salut bien.